Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire de la région globale. Je suis Hashimi Abba, membre de l'équipe de direction de la région globale et j'anime la conférence du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Sename Kofi pour la première conférence de la série de webinaires Global Act. Global Act a pour objectif de promouvoir la culture projet et l'engagement en faveur du développement durable dans la communauté francophone. Sa présentation s'intitule « Futur des métropoles, une approche africaine et innovante des villes intelligentes ». Notre conférence comptabilise plus de 500 personnes inscrites. Elle va durer 1 heure et vous pouvez poser vos questions tout le long de cette conférence dans la partie questions du tableau de bord. Notre webinaire se terminera à 14 h heure de Paris. Il est enregistré et sera disponible en ligne dans quelques jours. Je vous rappelle que votre participation à ce webinaire, à cet événement, vous donne droit à un PDU et vous aurez toutes les informations à la fin de la présentation. Nous vous recommandons pour cette conférence d'utiliser une connexion filaire ou 4G. En cas de déconnexion, vous pouvez soit vous reconnecter avec le lien personnalisé depuis votre PC ou smartphone, soit composer le numéro de téléphone fourni dans l'invitation, puis saisir le numéro du webinaire. Nous allons à présent vous proposer une courte vidéo de Sunil Prashara, président et CEO du PMI sur la région globale. Hi everyone, Sunil here, the President and the CEO of the Project Management Institute. I wanted to briefly thank all of you for your continued engagement with PMI in these very unusual times. I'd especially like to recognize Jean-Christophe Hamani and all of the leadership team behind the Global Region Initiative. You have done an incredible job bringing together members of the Francophone community across 4 continents and putting together this series of discussions. Events like this have helped this community to reach spectacular growth year after year and attract thousands of followers on social media. You represent a wide variety of cultures and nations, yet I know that many of you face the same common project challenges. Now it's more important than ever at this time of physical distancing that we continue to come together socially, across geographies, time zones, and share ideas of new ways of working and turning ideas into a reality. There is a lineup of some great speakers and terrific content touching on everything from transformation work underway through our Bright Line initiative to how organizations are getting work done using disciplined agile and of course the project economy. Merci beaucoup au président Prashara pour ces mots encourageants en direction de la région globale. Avant de donner la parole au conférencier, voici quelques éléments de son parcours professionnel. Sename Kofi est architecte de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, la Villette. Il est aussi anthropologue formé à l'École de hautes études en sciences sociales, toujours à Paris. En tant que designer et entrepreneur, et avec sa communauté, il contribue à prototyper un collectivisme digital qui a permis de lancer une demi-douzaine de startups du groupe Obcité à Lomé au Togo. Et en tant qu'artiste, Sename a exposé au ZKM de Karlsruhe en Allemagne et à la Biennale d'architecture de Venise en 2020. En ce moment même, il expose à Lomé Plus, une exposition mixte média dans la capitale togolaise. Je vous laisse la parole, Sename, et je vous invite à allumer votre webcam. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je
Je peux On vous avoir un petit entend très bien, signe. Sénami. Merci beaucoup. Merci à la région globale pour cette invitation. Alors, je vais délivrer une conférence qui risque de prendre quelques libertés avec la culture du webinaire, puisque je l'envisage plutôt comme une sorte de conversation. Et du coup, j'ai peur de ne pas être très concentré sur le timing. Donc, je compte sur Hashimi pour faire le gong si je dépassais de beaucoup. Alors, donc, il s'agit de vous entretenir pendant une petite demi-heure de ces questions de la relation des villes aujourd'hui aux nouvelles technologies et de ce que depuis l'Afrique, on pourrait proposer dans cette relation. Et ce que je vais donner, ce sont plutôt des indications un peu éparses, soutenues sur le terrain par une petite expérimentation que nous déployons depuis bientôt une dizaine d'années à Lomé au Togo. Donc, ces questions de villes technologiques se proposent un peu urgemment à la faveur du tournant de métropolisation générale. Ce que j'appelle le tournant de métropolisation générale, c'est donc cette situation où on se trouve un peu depuis 2007 avec la majorité de la population mondiale qui est devenue urbaine. Et donc, cette inéluctabilité de la situation urbaine comme avenir un peu de l'humanité. Donc, le fait urbain s'impose de plus en plus comme quelque chose comme le destin en quelque sorte de l'humanité. Ce que je dis, c'est que si l'avenir de l'homme est urbain, la question de la ville est désormais africaine parce que le continent pourrait proposer des objets urbains très, très, très singuliers qui pourraient complètement renouveler tout ce qu'on sait de la ville. Donc, vous le savez certainement, l'Afrique a rendez-vous avec sa démographie. On considère que la population donc, va doubler dans les 30 prochaines années et on va se retrouver avec un humain sur 4 qui sera africain, dont un urbain sur 6, donc localisé dans une ville africaine. Cela va se faire favoriser par l'émergence de villes, régions, des grandes agglomérations à cheval sur plusieurs pays. Et donc, quelque chose comme une sorte d'aller forcer vers ce panafricanisme rêvé des pères fondateurs que la ville donc, va nous obliger très concrètement à réfléchir. Donc, j'aimerais discuter de ce sujet avec vous en prenant un peu la question qui est devenue nôtre maintenant du virus comme un peu point de départ. Donc, vous le savez, depuis un unique centre de névrose, une infection s'est développée très rapidement depuis quelque temps et presque instantanément, on s'est retrouvé dans une situation où il n'y a plus un seul coin du monde qui ne s'en trouve aujourd'hui épargné. Et là, je parle, vous l'avez compris, du capitalisme. Parce que le capitalisme a ceci d'identique au virus biologique qu'il se déploie lui aussi très vite, perturbe les structures traditionnelles, organiques, et les phagocyte en quelque sorte pour une situation qui prend en quelque sorte sa loi en elle-même. Mais si le capitalisme, qui est un virus socio-économique, et les pathologies sur le modèle du coronavirus entretiennent une identité dans la méthode, il fonctionne aussi un peu en compagnonnage, car vous l'avez certainement entendu dire, surtout au début de la crise, c'est dans le lit des circuits marchands et des contraintes de plus en plus fortes de l'économie sur les dispositifs du commun
ou qui favorisent l'émergence des pathologies aujourd'hui et leur permet de s'étendre très rapidement. Donc, il y a deux niveaux de virus. Un virus, on va dire, de la nature et un virus socio-économique qui sont enchâssés. Mais ce n'est pas tout encore du viral parce que le viral se propose presque plus intéressant à étudier aujourd'hui dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et la façon dont les produits qui nous viennent de la Silicon Valley s'établissent, se diffusent et rentrent dans nos habitudes avant même que nous ayons eu conscience que de profonds bouleversements s'opéraient, participe aussi un peu de la même logique du capitalisme financier et des pathologies sur le modèle du coronavirus. Donc, mon approche et mon introduction serait de dire que il y a en fait trois niveaux de virus qui ont l'air d'être tous les trois intriqués. Le virus naturel, le virus socio-économique et le virus par le technique et cheminant ensemble, puisque, et cela m'amène à la question de la smart cité, on a vu que le solutionnisme technologique en réponse à la crise de la contagion que nous connaissons a presque d'un claquement de doigts concrétisé la ville technologique. On parlait jusque-là de smart cité comme une sorte d'astralité. Et du jour au lendemain, la smart cité s'est concrétisée sous nos yeux, d'abord en Chine, avec toute cette débauche de nouvelles technologies pour tracer les malades, des drones qui se sont présentés sur les balcons pour prendre la température, des chiens policiers robotisés qui vous aboient de garder de la distance entre vous, des policiers équipés de casques qui vous scannent et qui prennent votre température, etc., etc. Une somme de technologies qui sont en réalité la trame de ce qu'on appelle la smart cité. Donc la question qui est intéressante de se poser, c'est quelles sont les implications sociales, psychologiques, etc. de cette tendance du renouvellement de la smart cité avec cette sorte d'opération cosmétique en transformation en safe city sur de la durée, et que va devenir ce filet que nous avons appris à accepter très facilement, qui a été jeté sur la ville, en commençant par les villes asiatiques. Une fois qu'on aura passé ce moment un peu trouble, et même est-ce qu'on ne le passera jamais, ce moment trouble, du point de vue technologique, vu le coup de fouet donc que ces technologies et la Silicon Valley, qui est finalement la seule entité non en récession du fait de la situation que nous vivons. Donc il y a un côté bassement pratique au Covid-19, c'est qu'elle a permis presque comme un catalyseur de révéler la Smart City et de l'animer de quelque chose d'un peu plus cru que ce qu'on pouvait, nous qui le pensions, qui essayons de l'anticiper, ce qu'on pouvait réellement en projeter comme réalité. Donc, si on reste donc sur ce niveau, cette couche technologique qui est la troisième couche de virus, hein, donc je rappelle, il y a la couche naturelle et la couche des structures sociales, pareillement perturbées par du virus, et donc cette couche technique. On est fondé à se demander, et moi, mon courant est plutôt de se dire que les technologies telles qu'elles nous sont proposées aujourd'hui venant de la
la Silicon Valley, ou en tout cas, alors c'est quand même un peu injuste de nous dire que la Silicon Valley, puisqu'en réalité, ce mouvement du capitalisme digital est Janus. Il a un aspect américain aussi, un aspect et un visage chinois. Donc, tel qu'il nous est présenté, que ce soit chinois ou américain, a le potentiel d'une nouvelle forme de colonialité, une forme nouvelle d'aliénation qui renouvelle tout ce que l'aliénation nous a appris jusqu'ici, que ce soit par le servage, le salariat, l'esclavage, en mettant en mouvement des choses qui ont à voir avec la déréalisation, c'est-à-dire la subjugation du réel par quelque chose qui prétend le remplacer et créer sa propre réalité. Et de ce point de vue-là, donc, nous avons aujourd'hui à faire face, en fait, à un impérialisme nouveau dont le centre est basé à la Silicon Valley, qui est l'impérialisme de demain et qui met le devenir, le futur, sous la menace de quelque chose de très difficile à anticiper et pour lequel il faudrait se préparer dès maintenant à mettre en place des pare-feux, des digues, etc., etc. Ben, si, comme je le disais tout à l'heure, l'avenir de l'homme ou le destin de l'homme est urbain, il semblerait que la Silicon Valley s'avise lui aussi de son devenir comme étant urbain, c'est-à-dire que les technologies projettent la smart city comme le lieu de leur expression ultime, parce que l'espace où elles peuvent toutes rentrer en résonance et donc réaliser ce projet d'effacement du réel pour constituer une réalité dans laquelle nous ne serions nous que des visiteurs, fondés sur une mise en système de technologie unique qui aurait évincé toutes les contraintes du réel, dont beaucoup sont du biosphérique. C'est donc un peu cette vision qu'il s'agit d'exorciser par la ville, puisque la ville en est un peu sa toile, ou en tout cas elle envisage la ville un peu comme sa toile. Là-dessus, donc, vous voyez bien que les nouvelles technologies ont rendez-vous avec l'Afrique, puisque l'Afrique est donc le lieu où va se solder la question de l'urbain. À partir du moment où on a pris conscience de cela, on est fondé à se demander si les Africains ont eux-mêmes pris conscience de la chose et quelles sont ou quelles semblent être les dispositions que ces derniers prennent dès aujourd'hui pour essayer de préparer ou du moins influencer ou influer sur cet horizon. Alors en Afrique, on a très vite vu apparaître des projets de Smart City. C'est même, on peut le dire, aujourd'hui la norme. Dès qu'on commence à parler de ville, chaque décideur a son petit gadget Smart City autour duquel il espère vendre de la modernité aux Africains. Alors, ce n'est plus la ville, semble-t-il, quelque chose où le décideur seul semble jouer, puisque récemment, on a vu de grandes stars américaines, ou en tout cas africains-américains, aussi nous proposer de la Smart City. Donc, je vais juste donner quelques indications sur ces projets de Smart City pour voir si ils ont le potentiel, eux, ces projets-là, de bouleverser un peu cette logique d'enchâssement de différents niveaux de viralité dont j'ai parlé au début. Alors là, la norme pour les projets de Smart City africaines, c'est d'abord que ils sont toujours fondés sur de la ville nouvelle. Donc, on fait de l'intelligent, du smart, mais toujours à partir de zéro. Et là-dessus, on semble avoir
pris acte que dans les villes existantes, on ne pouvait jamais faire de l'intelligent et que la smart n'émergerait jamais de l'existant. Et la question tout de suite qui se pose à celui qui a un minimum de bon sens, c'est ce que vont devenir les villes actuelles qui, je vous l'ai dit, s'étendent dans l'infini, puisque dans très peu de temps, on aura par exemple une seule ville, de Lagos à Abidjan, qui certainement, si entre-temps il y a des smart cités qui apparaissent sur ce territoire, auront enserré et pris un peu en étau ces smart cités-là. Donc, quelle sera la relation de la smart cité pensée comme ville nouvelle avec les villes africaines anciennes qui, même si elles ne sont pas intelligentes, continuent de se développer à un rythme assez inédit. La deuxième constante pour les projets de smart cité, c'est qu'elles évitent toujours soigneusement de parler de technologie. Donc moi, depuis tout à l'heure, je parle de smart cité en considérant la définition classique qui est que c'est quand même un modèle de ville où la technologie est le fondamental. Et donc, on ne voit jamais les projets de smart cité africains aborder la question de la technologie. Donc, on nous présente toujours de l'image et de la jolie image d'architecte, mais on ne sait pas quelle technologie en réalité font le ramassage des déchets, font la mobilité, font les relations humaines, la disponibilité de la ressource dans ces projets sur papier photo que le décideur nous présente. Il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent alerter sur la smart city africaine, mais je vais très vite en venir à l'aspect le plus peut-être le plus sensible, mais qui n'est pas qu'africain, et qui est que la smart city, et je l'ai déjà un peu évoqué, est anticipée et même sentie depuis même la Silicon Valley comme étant l'aboutissement du projet capitaliste de production d'individus. Et le système du capital depuis toujours, travaille à faire des sociétés atomisées. Et c'est pour ça qu'elle a beaucoup favorisé la ville, parce que la ville, c'est une addition de gens qui vivent, qui n'habitent pas réellement, puisqu'ils n'ont pas d'habitation, ils n'habitent pas le monde, mais ils ont des habitacles. Et donc, c'est une sorte de grappe d'habitacles que les gens quittent pour aller travailler, souvent dans la, en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans la périphérie, et qui reviennent donc investir cet habitacle pour dormir. Marx disait que les hommes ont recommencé à habiter des grottes. C'est un peu ce qu'a fait la ville. Donc, je disais que la Silicon Valley, ça vise de plus en plus crucialement donc, que son destin est urbain et que dans la ville, on arrivera à réaliser l'individu ultime qui n'est pas seulement isolé du groupe, mais qui est aussi scindé de lui-même, parce qu'on lui aura appris beaucoup de ce que le réel, je parle et je vais jusqu'au biosphérique, ce que le réel lui donne de pouvoir sur le contrôle des choses. Et donc, la vallée pousse beaucoup au prototypage de cet individu ultime qui est en réalité quelqu'un qui est fixé, inscrit dans son fauteuil et à qui tout vient par la ville et qui par la ville préhende tout. Et donc c'est quelqu'un qui est en greffe de ville, un peu comme une perfusion. Les choses lui sont livrées, lui viennent depuis des devices. Tant qu'on aura encore des devices et qu'on ne sera pas nous-mêmes directement interfacés à toute la possibilité algorithmique, ou qui s'appuie donc sur la ville pour aller prendre des choses, mais qui n'a plus besoin d'être ni mobile et bientôt plus pensant, puisque il sera augmenté et tout cela n'est pas de la dystopie, est en test, voire même beaucoup plus avancé dans les vrais programmes sérieux de ce que c'est que la smart city. Et donc, si c'est cela, en réalité, la smart city, et si
les décideurs africains refusent d'aborder cet aspect technologique, quelle sera donc la relation de l'Afrique à la Smart City? Est-ce que sournoisement, ce qu'on appelle les big tech, ceux qui ont en main notre culture technologique, arriveront parce que le décideur africain n'aura pas été réellement civilisé sur ces questions et sous le prétexte de vendre de jolies villes, des grandes tours, arriveront à diffuser cet esprit-là de la Smart City en Afrique, ou est-ce que l'Afrique pourra, que ce soit conscient ou non, parce qu'il lui reste encore des modalités du structurel et des modalités de la nature, corrompre un peu cette troisième couche de virus? C'est un peu la question que moi et ma petite communauté à Lomé, nous nous sommes proposés de traiter depuis bientôt une dizaine d'années. Donc, ce qui est intéressant à observer, c'est que cet individu isolé du groupe, pour être dépendant et consommateur et être dans cette sorte de frénésie, la vie même frénétique, mais aussi une frénésie de consommation parce qu'il ne peut plus demander aux voisins ce qui est la culture encore en Afrique, quoi que ce soit dans la logique du prêt, mais qui doit tout acheter. Est-ce que c'est réalisable par le détour de l'Afrique? Si cela se fait, quelles en seront les implications? Ce que je dis, c'est que si la Smart City arrive telle qu'elle est pensée dans la Silicon Valley et qu'elle se diffuse en Afrique sans qu'il y ait de la résistance, il aura conquis beaucoup plus rapidement le monde parce que le nombre est du côté de l'Afrique et il se sera imposé très vite. Et là-dessus, les Africains auront apporté une contribution extraordinaire à ce qu'on appelle l'anthropocène en l'accélérant très vite parce qu'ils auront fait des villes qui vont même peut-être plus loin que les écueils que les villes européennes dans ce qu'elles additionnent comme écueil. Mais si par contre le territoire africain s'avérait un territoire de résistance, l'Afrique, parce que là encore une fois, elle a le nombre, pourrait être le lieu donc où la Smart City se retrouverait civilisée et par ce détour en Afrique, on pourrait aller vers quelque chose de nouveau qui sera toujours de l'hybridation de toute façon, puisque l'hybridation du technique avec le reste est, je crois, inéluctable. On ne pourra pas l'éviter, mais on aura eu une forme d'hybridation un peu plus vertueuse. Donc c'est là un peu l'enjeu de mon point de vue, et cela va se passer dans un moment un peu spécial parce que, donc, vous le voyez bien, l'Afrique aujourd'hui a la possibilité soit de créer un problème qui ne sera pas seulement un problème africain, puisque ce que décideront les Africains aura un impact globalement. Et donc, dans cette configuration, les Occidentaux, par exemple, seraient complètement fondés à vouloir donner leur avis sur ce qui se passe en Afrique et seraient fondés, puisque les actions des Africains les impacteraient directement, à agir en Afrique. Mais ce sera une des rares fois dans l'histoire où ce sera devenu complètement impossible aux Occidentaux d'intervenir, parce que tout cela va se faire avec une élévation du niveau de conscience en Afrique, qui fait que les Africains seront devenus très très sensibles à leur, entre guillemets, indépendance, et grâce aux technologiques aussi, le niveau de conscience sera tellement distribué que les Africains ne permettront pas qu'on leur dise quoi faire. Donc, le seul
vrai pari à faire, et il faut créer des espaces pour cela, c'est que les Africains choisissent, prennent conscience tout de suite du pouvoir qui est le leur sur l'humanité globale et qui prennent la bonne direction. Donc, quelle peut être cette bonne direction? Et là, parce que je pense que je n'ai plus beaucoup de temps, je vais essayer de déblayer un peu des pistes là-dessus pour construire un peu ce que pourrait être cette sorte de piège tendu à la Smart City. Avant cela, j'aimerais parler 2 petites minutes de la quarantaine pour dire que il semblerait que la quarantaine elle-même, et on le voit d'ailleurs dans les grands récits fictifs dystopiques, soit un horizon envisagé du capitalisme. Parce que avec le boom technologique, la force productive, la force humaine productive est de plus en plus mitigée dans l'effort de production du capital. Et le capital l'ayant compris, et ayant compris que en fait, ce qui lui permet de tourner aujourd'hui, c'est moins l'exploitation de la force du travail et c'est moins donc le déplacement de son habitat, le lieu de travail, que la consommation, et que même il a trouvé une nouvelle forme d'extractivisme qui ne demande plus donc de bouger, du déplacement et de la force, qui est l'extractivisme de la donnée. Le capitalisme va favoriser de plus en plus de la fixité et de la quarantaine. C'est la quarantaine de chacun qui a déjà commencé avec les smartphones, parce que partout où nous sommes quelque peu en quarantaine, une quarantaine individuelle du moment où nous sommes sur notre téléphone. Nous sommes un peu isolés. Et bien, cette quarantaine-là, la dynamique capitaliste va être plutôt de l'accentuer, de la favoriser, pour tendre de plus en plus des sociétés vers des sociétés de la quarantaine généralisée, où nous avons donc la possibilité de produire, c'est-à-dire de produire de la donnée, de consommer, parce que nous sommes sur nous sommes sur des devices par lesquels nous viennent le principal de notre consommation. Et troisième niveau, d'être surveillé. Donc, produire, consommer et surveiller par le seul même geste d'être en quarantaine, c'est-à-dire fixé sur un outil technologique. Et dans cette configuration, il faut aussi anticiper ce que sera donc les villes. Bon, Hollywood l'a un peu fantasmé avec toutes ces productions dystopiques où on voit des villes où les gens sont enfermés chez eux et où l'espace public et la rue est complètement dégagé pour de la machine. Et donc, une sorte de ségrégation spatiale qui pousse les masses vers l'intérieur pour dégager la rue aux technologiques censées surveiller, etc. Et je parle de cela pour dire juste très rapidement que la crise que nous vivons a permis aussi de prototyper, de tester cet horizon ou même cette sorte de solution à la survivance du capitalisme sans lequel le capitalisme ne pourra pas continuer à se développer. Et donc, le capital, de son côté, pourra très bien s'appuyer sur cette sorte de culture développée maintenant de la quarantaine, puisqu'on a atteint un niveau d'acceptabilité de cette chose très élevé, y compris en Occident même, où on ne s'attendait pas à ce que les gens se laissent enfermer si facilement. Donc, le capitalisme a aujourd'hui des outils qui lui permettent d'envisager sérieusement au sortir de cette crise cette nouvelle forme de ville où les gens n'ont plus besoin de sortir pour travailler, mais où chacun est chez lui et depuis chez lui continue de faire vivre le système et où donc la rue est dégagée pour des myriades de livreurs Uber et pour de la technologie qui aboie les mesures policières, etc. Et des myriades de livreurs sous-payés du Sud, tant que les drones ne seront pas encore suffisamment efficaces, mais après, on n'aura même plus de livreurs humains
exploités, ils seront eux aussi repoussés vers l'intérieur parce que c'est étant enfermés et étant connectés qu'on servira le mieux ce système sans lequel le capitalisme ne pourra pas se survivre. Je pense qu'il me reste 5 minutes. Je vais quand même parler de la société numérique telle que l'Afrique pourrait la réinventer. Donc, je disais que quand on observe bien la viralité, on se rend compte qu'il y a 3 niveaux de virus qui vont ensemble. Si ces 3 niveaux de virus, qu'ils soient naturels, économiques ou techniques, vont bien ensemble, la puce que ça nous met à l'oreille, c'est que peut-être la nature, les structures sociales et la technique ont des, on va dire, ont des atomes crochus et qu'ils pourraient s'en chasser idéalement. Et donc, je pense que le challenge aujourd'hui, c'est de développer ces outils qui permettent d'intriquer les structures sociales fortement dans leur environnement, dans la biosphère, et aux structures sociales de développer des technologies qui, elles aussi, tissent avec les 2 couches précédentes. Et cela, je le dis d'emblée, n'est pas possible depuis la Silicon Valley ou depuis la Chine, et même depuis l'Occident, parce que du premier niveau, qui est le niveau d'enseignement du design, la base est déjà faussée, puisque depuis les écoles de design, les écoles d'architecture, etc., on nous apprend déjà à produire pour le marché. Et il n'y a pas de curriculum pensé pour qu'en bout de réflexion, en bout de production, on ait des devices qui intègrent cette éthique, qui est l'enchâssement idéal de ce qui sort avec la structure sociale et la nature. Et donc, on a une bonne note à l'école quand on fait un produit qui peut se vendre et qui donc, quand on dit se vendre, entend qu'elle peut créer une distorsion dans l'articulation idéale d'une structure sociale dans son environnement. Et donc, il y a un premier niveau qui est un niveau complètement presque du grand discours partagé ou de la grande fiction partagée par les laboratoires d'innovation, les écoles de design, sur laquelle il faudrait agir pour créer de nouvelles cosmogonies, carrément, puisque c'est ça la fonction de la cosmogonie dans les sociétés traditionnelles. La cosmogonie, c'est ce discours posé comme indépassable qui articule le social dans le biosphérique et qui, décliné dans tous les aspects de la vie, fait qu'on a des sociétés humaines qui, dans tout ce qu'ils font, ont ce souci de ne jamais perturber cette relation société-nature. Donc, il s'agit d'inventer de nouvelles cosmogonies, dont certaines informatiques, qui, donc, eux ont ce challenge, cet enjeu d'articuler en réalité 3 niveaux, puisqu'il y a le niveau de la techné qui s'additionne. Ensuite, parlant de la ville et de la smart city, comprenons que ce qui fait la smart city en réalité, c'est la mise en réseau de technologies et c'est des infrastructures digitales qui sont déployées. Il faudrait voir quelle alternative on peut développer aux big tech qui sont les pourvoyeurs de la smart city. C'est-à-dire que demain, c'est Facebook ou Google qui vont décider comment vous collectez vos déchets, comment vous trouvez à manger, etc., etc. C'est déjà Uber qui décide comment on circule, c'est Airbnb qui décide comment on loge. Il faudrait créer tout de suite des big tech vertueux fondés sur un collectivisme digital. Et là-dessus, l'Afrique a du potentiel. C'est un peu ce que nous explorons sur ce qui reste encore de structures sociales assez bien tissées pour fonder donc de nouveaux big tech, des champions africains pour lesquels le fondamental n'est pas l'extorsion de la plus-value, mais qui redistribue sur tout ce qui permettent qu'il existe la valeur qui est produite. Et moi, j'ai une grande foi en l'émergence de ces nouveaux Google, Facebook, etc., créés donc sur la base de ces cosmogonies et pensés pour être en accord avec ces cosmogonies-là. Je me rends compte que malheureusement,
je suis très allé en avant. Et donc, pour illustrer ce que j'ai dit, peut-être que, enfin, j'espère que j'aurai peut-être des questions sur l'expérimentation que nous avons à Lomé. Ça me permettra de montrer concrètement des outils que nous développons ou qui pourraient être développés pour cette sorte de société numérique pensée depuis le Sud. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sename, pour votre exposé. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Vous pouvez encore poser vos questions dans la partie questions du tableau de bord et à noter que toutes les questions posées durant ce webinaire seront mises à la disposition sur notre page LinkedIn. Alors, nous avons une première question de Amadou So qui dit « Je pense qu'on est d'accord. Il est difficile de parler des villes intelligentes sans parler d'innovation énergétique. » Donc, il demande dans sa question, est-ce que vous pouvez donner un exemple en termes d'innovation en Afrique? Est-ce que je réponds si vous avez entendu la question? Je réponds directement ou on prend plusieurs questions? Non, vous pouvez répondre au fur et à mesure. Toutes les questions auront de toutes les façons une réponse sur notre page LinkedIn. Donc, Okay. Merci de pouvoir répondre. OK. Alors, c'est la question de l'énergie n'est pas seulement une question, comment dire, d'innovation, c'est une question en tout cas qui se pose à l'Afrique depuis un long moment déjà, et vous pouvez imaginer qu'avec les prévisions dont on parle, la bascule démographique sont des questions qui vont se poser de plus en plus. C'est aussi comment dire, une des béquilles, ou en tout cas un des aspects sur lesquels la Smart City pose beaucoup de questions, parce que la Smart City a cet écueil environnemental qui est qu'elle pose fondamentalement, on sait déjà que c'est le numérique est ce qui pollue le plus aujourd'hui et ce qui mobilise aussi le plus d'énergie aujourd'hui. Que se passera-t-il quand les villes intelligentes seront devenues la norme et la majorité de la culture urbaine? Donc, il y a ça et là en Afrique des petites choses qui se font ou qui émergent. Le souci toujours, c'est que il y a une sorte de, j'appelle ça un exotisme technologique, qui est que on n'envisage jamais en réalité l'innovation en Afrique comme quelque chose, je ne sais pas si cela vient des Africains ou des Occidentaux qui commentent, comme quelque chose qui peut réellement être pensé comme pouvant faire système et changer fondamentalement les choses. On a donc des approches un peu ponctuelles, et la question serait donc de penser, et c'est peut-être un problème qu'il faut poser à un niveau panafricain. Et moi, je milite pour qu'il y ait des institutions panafricaines qui se créent sur l'énergie, par exemple, sur la question de la restitution des œuvres d'art, etc., et que ces questions-là soient gérées dans le cadre d'institutions qui ne sont pas liées aux politiques, donc pas dans le cadre de l'Union officielle africaine, mais des institutions d'experts, d'acteurs de la société civile, etc., Donc cette question-là, même si elle emprunte à l'innovation, doit être pensée un peu plus en système pour avoir réellement ces innovations un impact global en Afrique. Et il y a aussi toujours cette question du design. Il faut designer pour une cosmogonie, en quelque sorte, et pas pour le marché. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce verrou-là, on aura des objets qui vont sortir pour enrichir leurs développeurs, mais on n'aura jamais des objets réellement pensés pour pouvoir introduire une réelle transition. Alors, j'ai une autre question de Laetitia Sekaldi. Je profite pour vous demander d'allumer votre caméra. Merci. Elle demande si l'approche africaine et européenne sont identiques. De la Smart City, 100 ans? 100 ans, oui, sans doute, oui.
Il n'y a pas en réalité d'approche africaine de la smart city. Il y a des décideurs africains, puisque c'est surtout des décideurs et à l'occasion de campagnes électorales qui lancent leurs projets de smart city. Beaucoup de ces projets sont tout de suite soutenus par les big tech. Beaucoup de projets sont financés par Google, Microsoft, etc. Enfin, en tout cas sur le papier, puisqu'on a en réalité jamais vu encore émerger de smart city en Afrique, et beaucoup de ces projets sont morts-nés. Mais il n'y a pas d'approche africaine dans le sens où on nous montre juste pour l'instant des images et on ne va pas dans le fondamental de la smart city qui est quelles seront les technologies et quelles relations on pense ou prescrit à travers ces villes. Il y a des tendances. La dernière tendance est celle que j'appellerais Wakanda, qui est une opération un peu cosmétique pour habiller la smart city de quelque chose on dit qu'il serait de la forme africaine. On ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est qu'une forme africaine, mais on habille, on tombe souvent dans du folklore. On donne un petit cachet supposé être africain à la forme, mais des approches de la smart city sérieuses, je n'en connais pas. Alors, ce qui rejoint d'ailleurs la question de Daniel Niassi, qui demande si les infrastructures africaines, plus spécifiquement en Afrique francophone, si elles sont adéquates pour l'implémentation d'une smart city. Alors, moi, je suis partisan d'une smart city légère, en fait. Ce que je dis, c'est que, et c'est pour ça qu'en réalité, il y a comment dire, une possibilité, ou en tout cas, il y a une opportunité pour l'Afrique avec la smart city, parce que c'est beaucoup la smart city de l'infrastructure digitale. Et je caricature un peu, hein, faire un Google, faire un Facebook, en fait, c'est un potentiel qui est aujourd'hui assez distribué. N'importe qui peut le faire. Bon, je sais que je caricature. N'importe qui, en tout cas n'importe quel groupe de personnes bien organisées, ayant les compétences et la volonté, peuvent écrire le code qui permet d'avoir un noyau d'un objet technologique pensé pour être une plateforme utilisée par plusieurs personnes. Après, il y a des barrières, il y a des verrous qui sont de l'ordre du financier, etc., etc. Mais faire des applications pour mieux collecter les déchets, des applications pour trouver plus facilement à se déplacer, des applications pour s'échanger des objets dont on n'a plus besoin, etc., etc. C'est une possibilité qui est aujourd'hui relativement démocratisée. Et ces applications-là, les États africains décideraient de sortir de Google et Facebook pour en faire officiellement leur champion. Le nombre étant du côté africain, ces applications ou ces solutions digitales deviendraient tout de suite, en tout cas sur le plan du potentiel, des égaux des big tech. Et à partir du moment où, en termes de nombre, on sait qu'on peut aller, s'il y a une volonté panafricaine, vers des plateformes de la même taille que Facebook et Google qui, eux, lorgnent complètement maintenant à l'Afrique, on peut après passer les autres verrous qui sont où est-ce qu'on stocke les données, quel data center construire, où les placer, qui finance, etc., etc. Alors, j'ai une question. Allez-y. J'ai une question de Jeanne qui demande ce que vous proposez à la place de la Smart City. Moi, je propose aussi une Smart City dans le sens où je pense que la technologie est donc une opportunité pour mettre la ville en capacité surtout la ville africaine, en capacité de faire face aux challenges qui se proposent. Mais je propose une Smart City qui ne serait pas une ville nouvelle à 12 milliards de dollars, donc de l'endettement sur plusieurs générations pour nos pays, mais une Smart City où on amènerait au plus proche des citadins tels qu'ils sont aujourd'hui la capacité de pouvoir développer pratiquement à leur échelle et à leur mesure des technologies qui leur permettent de régler les problèmes ou en tout cas d'adresser chacune des thématiques urbaines.
Et pour tester cela, nous, on a fait carrément on a délimité autour de lieux ressources, de lieux d'innovation, des petits périmètres d'un rayon d'1 kilomètre, en se disant que, s'appuyant sur ce lieu, si la volonté y est et qu'on investit dans tout ce qu'il y a comme technologie en source ouverte aujourd'hui, on peut imaginer que les sociétés, ou en tout cas l'environnement ou le voisinage, peut développer des solutions qui lui permettent de régler tous les problèmes qui se poseraient dans ces sortes de petits territoires. Et à mesure que ces dispositifs essaimeraient, on irait vers une ville smart mais vernaculaire où les technologies sont développées à la base. Et plus on a d'itérations, plus les technologies vont devenir sérieuses et prétendent au même niveau de rigueur que les big tech qu'on nous présente aujourd'hui comme un peu incontournable. Donc ça, c'est une réponse, par exemple. Je ne dis pas que c'est la seule, mais il y a cette possibilité de se dire que les solutions pour demain, on ne peut pas les anticiper. On ne peut pas croire que Google aujourd'hui va développer la solution pour la ville africaine de demain, parce que la ville africaine de demain n'est même pas, on ne peut même pas l'imaginer, elle est tellement inattendue. Mais que ce qu'on pourrait faire, c'est faire des smart citizens en masse et mettre au plus proche des gens, dans les quartiers, des dispositifs qui leur permettent de penser eux-mêmes leur technologie. Et que si on prend ce pari-là dès aujourd'hui, d'ici 30 ans, on aura des adultes qui sont capables, chacun, de développer, ou en tout cas mis en communauté de développer des solutions, ou en tout cas capables d'ouvrir les technologies si jamais on était obligé de les importer, et de voir à l'intérieur de ces technologies s'il y a quelque chose de dangereux ou pas pour leur intégrité et leur souveraineté. C'est ce qui est la capacité du hacker, et c'est cette capacité du hacker que nous, on se propose de démocratiser. Alors, je vais prendre une avant-dernière question de Irène Mvodo, qui demande vous-même quelle action avez-vous menée ou comptez-vous mener en direction des politiques et décideurs africains pour optimiser la ville africaine? Alors, c'est une question à laquelle je peux difficilement répondre. Je ne sais pas, en fait, quelle action on mène en direction du politique. Je ne sais pas, je ne sais pas comment on passe pour avoir accès aux politiques africains. Je ne sais pas s'il faut se pointer au sommet de l'Union africaine. Je ne suis pas seul, nous sommes quelques-uns, pas seulement sur le plan de la ville et de la technologie, partout en Afrique, à proposer des solutions intéressantes pour une Afrique non extravertie, et des solutions qui font sens, mais on a l'impression que le décideur préfère se sentir tributaire des solutions qui viennent d'Occident pour des raisons que chacun peut imaginer. Et donc, nous avons de l'audience, nous avons énormément de presse, et ce serait plus facile aux décideurs de nous identifier qu'à nous d'avoir accès à lui. Et moi, je serais très, très, très heureux si un décideur m'approchait ou si une collectivité publique me demandait ou me donnait un terrain de jeu pour expérimenter avec un peu plus de sérieux ce que nous faisons, je l'avoue, embricolé aujourd'hui dans deux petits espaces de 650 mètres carrés chacun, et sur des territoires qui sont d'1 kilomètre autour de ces deux espaces-là. J'ai une question de Aurélien qui demande, est-ce que vous auriez un exemple de projet ou de réalisation de Smart City en Afrique avec des premiers retours d'expérience de résidents ou d'usagers? Je n'en connais pas. Alors, ça me permet de vous rajouter une question. Merci beaucoup pour votre présentation, dit Chérubin Miguiza. Mais c'est un peu dommage que vous n'ayez pas utilisé des manuels de slides. Bon, ça fait partie du jeu. Et la question, donc, quels sont, d'après vous, y a-t-il un risque de fracture entre villes anciennes, abandonnées et villes cloisonnées versus villes nouvelles? Oui, il y a le danger si ces villes nouvelles apparaissent telles qu'elles sont vendues. C'est-à-dire, c'est toujours des villes, vous le voyez bien, hein, des villes de riches,
c'est des villes pour des, en réalité, c'est des villes pour des, quand je prends, bon, je ne vais pas citer de projet, mais il y a le danger que ces villes deviennent ce qu'on appelle des community gaterettes, c'est-à-dire des villes très à une autre échelle, mais qui seraient fatalement rattrapées par les villes existantes. Et donc, ce serait très intéressant d'analyser ce que deviendront ces îlots d'intelligence dans la configuration de villes-régions vers laquelle nous allons en Afrique. Alors, une toute dernière question de Jérôme Chaud. Pourquoi ne pas capitaliser sur les Smart Cities lancés en Asie? Allô? Oui, on vous entend très bien, Senami. Je n'ai pas... Pourquoi ne pas capitaliser sur les Smart Cities lancés? Il y a Jérôme Chaud qui demande pourquoi ne pas capitaliser sur les Smart Cities lancés en Asie? Bon, moi, je veux capitaliser sur des smart cités africaines. Quand je dis africain, c'est dans le sens où la technologie elle-même est africaine. Parce que si vous prenez de la technologie américaine et que vous faites une smart cité en Afrique, pour moi, c'est une smart cité américaine en Afrique. Si la technologie est chinoise, vous faites une smart cité chinoise en Afrique. Ce que je voudrais, parce que je sais que donc pour adresser ces problèmes de perturbation au niveau du naturel et au niveau du social, inhérent forcément à la smart cité, il faut obligatoirement que les technologies soient développées de façon la plus inclusive possible. Et donc, j'évacue la possibilité d'importer de la smart cité. Ceci dit, effectivement, en Asie, on n'est plus débridé sur la smart cité et il y a beaucoup de mauvais, mais aussi du bon à observer. Et quand je parle de développer de la technologie directement en Afrique, je ne m'interdis pas, moi, d'observer, par exemple, ce que la Chine fait avec des systèmes de points, qui est très mal orienté, me semble-t-il, mais dont le fondamental peut très bien fonctionner en Afrique. Et je pense même est la seule solution pour l'éducation en Afrique dans la configuration multidinaire qu'on aura au sein de la jeunesse. Avec la jeunesse qu'on va avoir, on risque d'aller vers ce qu'on appelle une jeunesse masse, c'est-à-dire de plus en plus de gens très peu au courant, très peu instruits, mais avec un accès très facile aux nouvelles technologies. Et donc, moi, je parierais plutôt sur ces systèmes de nudge, ces systèmes de points, ces systèmes de plateformes à points pour comme éducation demain. Donc, il y a à observer dans les signaux de la smart cité en Asie des choses très intéressantes qui pourraient fonctionner en Afrique si on enlève cet autoritarisme qui caractérise par exemple le système chinois. Merci beaucoup, Sename Kofi, pour ces réponses aux questions de nos participants. Vous pouvez éteindre votre webcam. Je voudrais encore une fois remercier très chaleureusement Sename Kofi ainsi que toute l'équipe d'organisation, que ce soit à la technique, à l'animation ou à la communication. Quant à vous, chers participants, vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre communauté francophone PMI et prendre part à nos activités riches et variées. Pour cela, je vous invite à nous contacter via notre page LinkedIn ou à nous envoyer un courrier électronique à l'adresse indiquée sur l'écran. Vous pouvez à présent retrouver les informations sur les PDU et toutes ces informations vous seront également communiquées par courriel. Ce webinaire tire à sa fin et il sera à votre disposition pour rediffusion très bientôt. Cependant, n'oubliez pas notre prochain webinaire la semaine prochaine, mercredi 25 novembre. Nous aurons le plaisir de recevoir Auguste Yeboué. Auguste est le président du PMI Côte d'Ivoire et il est en même temps contributeur dans l'ouvrage collectif. Il viendra nous parler de sa contribution intitulée « Construire une organisation pérenne. Peut-on se passer des outils et techniques standards de management ?»
Cet article est rédigé dans le thème 3 de l'ouvrage collectif intégré dans sa réflexion les facteurs culturels et environnementaux. Restez connectés. Un très court sondage apparaîtra sur votre écran une fois la session terminée. Et au nom de la région globale, je vous remercie pour votre participation à cette conférence et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bon après-midi.